de l'APC qui part. Après l'APC, il faut 2 animateurs à l'école. Oui. Comme normalement, pour le cheminement vers le scolaire, il y a 2 animateurs. Je pense que c'est étonnant parce que Internet, ça c'était pas. Donc pour moi c'est bon. Je sais pas. Ça a été étudié aussi par les services, par les références animateurs. Sur la sécurité, il faut 2 animateurs. Oui, ça par contre, s'il faut les 2 animateurs, ça en faut 2. Mais par contre, après, ça va arriver des 2 pour un enfant le soir. Je parle uniquement pour le projet. Oui, non, mais pour le trajet, de toute façon, il n'y a pas de souci. Juste une petite question de l'APC, c'est bien d'aide scolaire. Alors, qui est faite par les instituteurs, ça oui. Nous, on a le pôle leçon. Ça, le pôle leçon, ils le feront à la maison d'enfance, ça va, voilà. Juste l'auto, je pense que l'auto, c'est l'école maternelle. Donc, c'est la maison d'enfance, à l'accueil loisir de la maison d'enfance. Et le pôle loisir, le pôle leçon sera fait par contre là. Il n'y a que les APC qui sont. Mais encore les APC, non, ils le font le midi à revoir chez la vie. On avait. Non. Ah, ils ne font pas midi. D'accord, il y en a qui font midi. Ici. Bon. En tout cas, ça c'était pas un problème pour. Oui, ça a été vu par le service et par les animateurs. Donc pour eux, c'est pas un problème, c'est un groupe complet. Donc là, c'est un groupe complet qui prête et qui amène. Après, elles ne sont pas les parents, les enfants n'ont pas besoin de ils vont plus à la PC. Et là, c'est la. Et sinon, il n'y avait pas d'autres modifications. Donc celui-là aussi, on doit l'adopter. Donc à la base, c'est la participation du monde de famille, qui n'a pas changé. Les 2 modifications qu'on a fait dans le règlement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, on n'a pas merci. La 35, l'exercice budgétaire, décision modificative numéro 2. Donc effectivement, on arrive à la fin des travaux sur la maison de l'enfance, donc avec la dernière texture qui est arrivée, entre autres pour les travaux de menuiserie, d'huisserie, d'isolation. Donc facture qui est arrivée à hauteur de 87 000 €. Donc pour répondre à cette facture et la payer, donc on a droit à une subvention de 60 000 € de l'Euro Métropole sur cette opération-là, qui a été prévue de toute façon. Et on vous propose de réduire l'opération de la salle de la loterie, qui de toute façon ne sera pas faite en 2021, donc les travaux se débuteront certainement plus tard. Donc de réduire de 27 000 € l'opération de la salle de la loterie que vous avez inscrite au budget, pour mettre sur cette enveloppe. Voilà. Et donc d'amender de 87 000 € bien sûr l'opération des enfants pour l'isolation et les huisseries, les travaux d'huisserie. Y a-t-il des questions? Quand ça parle d'enfance, vous êtes plus gai. C'est la fin des travaux d'isolation. Oui. Les travaux sont terminés pour l'instant. C'est pour ça que je dis que c'est la dernière lecture. Mais avec grand plaisir. Bonjour à tous. Je suis heureux qu'on ait enfin terminé cette opération parce que c'est je rappelle quand même que c'est un projet qui n'était pas prévu dans le précédent mandat. On avait découvert de manière fortuite des souvenirs de cette réunion avec la commission de travaux où à un moment on passait la main au travers des menuiseries du bâtiment. Et le pari, je crois que c'est un pari audacieux, et aujourd'hui on voit le bout, je suis vraiment très très heureux, le pari audacieux de confier au chantier d'insertion la réalisation de ce chantier, qui a été une très très grosse opération, et pour lequel aujourd'hui je considère que la qualité de la réalisation, je ne suis pas certain qu'une entreprise privée, ça aurait certes été plus vite, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher, et je ne suis pas certain que ça aurait été d'une si belle facture. Et je crois que ça on peut vraiment que s'en féliciter. C'est aussi rappeler l'importance du chantier d'insertion sur la commune. C'est une des réalisations, je pense qu'on aura l'occasion, et je me serais souhaitable, c'est peut-être qu'on
proposition, c'est peut-être qu'on ait une exploration Ben, sûrement petite prévue, mais voilà, aussi pour valoriser la qualité du travail des équipes. Sachant que les élus disent, on arrive au terme, au moment où l'encadrement part. C'est vrai que on s'était interrogé quand le précédent encadrement, c'était Giroud était parti en retraite en se disant est-ce qu'on arrivera à sortir. Donc finalement, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a réussi, on a un beau bâtiment, et sur lequel on peut aussi trouver des moyens alternatifs. Ça a pris du temps, mais ça a permis aussi de lisser le financement. Voilà. Peut-être que ça répondra à Son contrat s'arrête fin mai, Eric, mais il y aura un coup de départ le 15 juin. Est-ce que ça sera pas l'occasion Je profite juste avant de parler du départ d'Eric, je profite juste pour reporter ce que j'ai pu entendre à une réunion, entre autres, sur la clause sociale au niveau de Le Mans Métropole, où le chantier d'arnage a été mis en exergue, justement par rapport à ces travaux d'isolation et d'ITE qui a été effectué sur la maison de l'enfance, parce que ce sont des travaux dont il y aura énormément besoin sur Le Mans Métropole dans les quelques années à venir. Et donc, c'est une belle occasion, en tout cas, de mettre en avant ces métiers-là. Et moi, j'espère bien que les différents salariés qui ont travaillé sur ce chantier trouveront un emploi durable par la suite. Alors, on va passer à l'adoption. Non, plus personne. Ok. Puis ce qu'on peut dire quand même, c'est que ce bâtiment qui était une véritable passoire thermique est quand même maintenant bien isolé, et c'est vraiment un véritable confort dans les classes et dans les différents locaux pour les enseignants comme pour les enfants. C'est vraiment, pour le personnel, c'est vraiment une belle réalisation. Dans la fermeture des fenêtres, des souvenirs auxquels le fameux TMS. Mais sur ce chantier qui a duré un mandat, quasiment un peu plus, il y a un travail qui a été fait de cohabitation entre l'école, les siestes, le travail, enfin, ils se sont concertés, enfin, les gens se sont parlé. Au début, c'était un peu compliqué. Ils se sont parlé, ils ont compris chacun les problématiques des autres. Et vraiment, ça a été très bénéfique aussi de ce côté-là, comment travailler, alors que les autres travaillent aussi, et qu'il y a des enfants jeunes qui ont besoin de faire de sieste, et ils s'organisaient, on va faire ça à ce moment-là, à cet endroit-là, on va faire. Enfin, ça a été, rien que là-dessus, c'est aussi incroyable. Comment ils ont, tous les gens qui sont passés sur ce chantier, comment ils ont tenu compte qu'il y avait des enfants sur ce lieu, quoi. C'était vraiment un beau travail, quoi. Franchement. Donc, ne nous empêche pas d'adopter quand même cette décision de négative. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? On n'en a pas. Alors, je vais laisser la parole à Claire pour la détermination des taux de promotion pour les avancements de grade. Pour résumer, on va dire que c'est une délibération de principe, c'est-à-dire qu'on appartient à chaque assemblée délibérante dont nous sommes partie prenante là ce soir, après l'avis du comité technique. Donc il y a eu un comité technique, c'est la semaine dernière, de déterminer le taux à partir du nombre d'agents promouvables, c'est-à-dire remplissant pour être promouvable, quand on est agent, il faut remplir les conditions pour être nommé au grade considéré. Vous savez que nos agents, quand on est dans la fonction publique, chaque fonctionnaire appartient à un cadre d'emploi qui relève d'une catégorie. Et dans ce corps, cadre d'emploi, il est titulaire d'un grade. Et dans ce grade, il y a plusieurs échelons. C'est ce qui fait que les personnes évoluent pour leur carrière professionnelle. Donc, la délibération, elle se situe dans ce contexte-là. Donc la loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond. C'est-à-dire qu'on peut dire, on présente 50%, 70%, 0%. Donc nous, on continue sur ce qu'on faisait précédemment, c'est-à-dire le ratio est toujours à 100%. Et je rappelle qu'il y avait un arrêté en date du 29 mars 2021 où il avait été mis en œuvre les lignes directrices de gestion en matière, je vous rappelle, de promotion et de valorisation des parcours professionnels pour l'accès d'un grade supérieur par la voie d'avancement de grade. Donc là, on est obligé de reprendre parce qu'au niveau il y a des échelles indiciaires qui étaient
était indiqué avant qu'elle était caduque, donc il faut reprendre cette délibération pour qu'elle soit actuelle, c'est-à-dire qu'elle colle avec les statuts, parce qu'il y a des statuts au niveau national. Voilà. Donc on garde, l'idée plutôt, c'est qu'on garde ce qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire que le ratio commun, tous les cas faisant choix à 100%, propose à l'Assemblée donc de garder 100% pour l'avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça paraît compliqué quand on fait. Il faut se rappeler, donc voilà, chaque agent a un cadre d'emploi et dans ce corps, il est titulaire d'un grade. Chacun est titulaire d'un grade. Et dans ce grade, il y a plusieurs échelons. Et il y a plusieurs catégories, A, B, C, je me rappelle. Donc on n'invente rien, on dit seulement qu'on présente, on continue son volet, c'est-à-dire on garde le ratio qui est de 100%. Ok. Donc je vous propose d'adopter la proposition qui est pas claire, qui est pour. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient. Ok. Alors, la délibération suivante, en fait, la délibération, c'est un vœu qu'on propose d'adopter. Donc, c'est Emmanuel Brasseur qui va nous faire part de ce vœu. Oui, c'est une proposition de vœu relative à l'impact de la loi sur la transformation de la fonction publique. Alors que le service public n'a jamais autant démontré son absolue nécessité et mis au grand jour le déficit d'investissement qu'il subit depuis des années, le conseil municipal d'Arnage souhaite se mobiliser en faveur de la fonction publique en rappelant et affirmant publiquement son attachement aux valeurs du service public que sont la continuité, la mutabilité, l'équité et la neutralité. S'appuyant sur les propos du président de la République du 13 avril 2020, qui salue l'investissement des agents du service public durant la crise du Covid-19, il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Le conseil municipal d'Arnage relève que le discours n'est pas en adéquation avec les actes. Pour exemple, le gel du point d'indice en est l'illustration même. En effet, la loi dite de transformation de la fonction publique met gravement à mal le statut et les prérequis d'un agent du service public, agent au service de l'intérêt général. L'augmentation des recrutements de vacataires contractuels aggrave la précarité des personnels, mais également les inégalités salariales entre les agents et affecte la qualité du service rendu aux usagers par manque de formation. Le concours doit rester la règle d'entrée dans la fonction publique, car il est le seul mode de recrutement garantissant le principe d'égalité de traitement et un recrutement basé sur les seules compétences des candidats au détriment de toute autre considération. Considérant par ailleurs qu'une application stricte de la loi de transformation de la fonction publique imposerait aux agents de travailler encore plus sans revalorisation aucune de salaire, considérant enfin que cette loi met à mal et affaiblit le dialogue social au sein des collectivités, à la fois par la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au profit d'une instance unique des comités sociaux territoriaux, et par le recentrage des attributions des commissions administratives paritaires alors qu'elles ont un rôle essentiel de représentation, de contrôle et de défense des agents. Le conseil municipal d'Arnage demande de retirer la loi de transformation de la fonction publique, d'engager une vraie réflexion concertée avec les collectivités territoriales sur le service public et le statut de la fonction publique. Quand tu parles de recentrage en fait, des attributions des commissions administratives paritaires, en fait, c'est pour dire qu'elles n'existent plus du tout. En fait. Oui. Encore sur certaines prérogatives, elles ont disparu, notamment tout ce qui concerne les carrières des agents. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est pas un recentrage vraiment, c'est qu'il les supprime. Elles ne sont pas totalement supprimées. Sur certaines missions très précises, très particulières, elles existent encore. Oui, mais il n'y a plus de commissaire paritaire. Ça veut dire que c'est que l'administration qui font les choix sans prendre en considération la demande des commissaires paritaires. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va complètement disparaître. Enfin, je ne sais pas dans la formulation.
on a du mal à saisir ce que ça veut dire vraiment le recentrage, puisque finalement, on ne prend plus l'avis des commissaires paritaires et ils font les choix qu'ils veulent. Voilà. Alors, ce que j'ai vu sur la question, c'est qu'effectivement, pour tout ce qui était consultation des CAP pour les promotions des agents, tout ça, les CAP ne sont plus consultés, mais j'ai vu qu'elles ne disparaissaient pas totalement et qu'elles étaient sur un. Mais on joue sur les mots. Oui, on n'est pas loin que ça disparaisse. Et Raymond d'abord. Oui. Le vœu, il va être soumis au vote, hein, je vois ça. Et moi, je vais m'abstenir. Donc, je vais vous dire pourquoi, si vous voulez. Hein. Oui. Voilà. Moi, je suis restée très sensible aux conditions de travail des agents de la ville d'Arnage. Et j'ai écouté avec attention tout à l'heure Emmanuel Brasseur. Pour autant, le texte lu par Emmanuel m'apparaît trop général. Je n'y vois pas de proposition ni de réflexion constructive. C'est une demande pour retirer la loi. La loi a été votée en 2019 par les deux chambres, députés et sénateurs. Je suis consciente qu'il y a nécessité de la modernisation de la fonction publique. La crise que nous traversons nous l'a démontré. Oui, il y a nécessité qu'une réflexion et qu'un travail s'engage entre les gouvernants et les parlementaires avec les organisations représentatives des fonctionnaires. Parce que nous, la collectivité, on n'est pas là direct pour, comme c'est mentionné dans le bas du vœu, hein, avec les collectivités territoriales. Moi, je pense que c'est plutôt les organisations représentatives des fonctionnaires. Voilà, donc je vais m'abstenir. J'en ai informé à l'avance Madame le maire il y a quelques jours. Je vais vous dire en petit supplément. Pendant ma carrière professionnelle, j'ai été fonctionnaire d'État durant 35 ans. Donc, je reste profondément attachée au service public. Voilà. On n'entend pas Thierry, s'il te plaît. Quelques mots sur ce sujet, pour compléter les propos de Sylvain. Aujourd'hui, dans le cas d'Arnage, c'est le président du centre de gestion qui a la main, et lui seul, sur les CAP. C'est lui qui détermine qui avance. Les CAP non plus, il pourrait y avoir siégé, aujourd'hui c'est clair, qui y siège, c'est que, en fait, le conseil d'administration, on examinait toutes les demandes d'avancement de grade. La CAP mettait un avis. Aujourd'hui, c'est le président du centre de gestion qui décide tout seul. Donc, savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de. C'est à son pouvoir discrétionnaire, il peut décider tout seul. Deuxième sujet, quand même, sur le fond du vœu. Je voudrais quand même alerter, parce que je crois que là, on est quand même dans un mouvement où on est en train de complètement, je ne sais pas si c'est clair, privatiser la fonction publique. Je n'ai pas à juger s'il faut aller dans cette voie-là ou pas. À titre personnel, je pense que le statut aujourd'hui est quelque chose qui protège. Le statut du fonctionnaire qui protège les élus, notamment. Il protège les élus de leur action. Le choix a été fait par l'État et dans le cadre de la transformation de la fonction publique, c'est qu'aujourd'hui, les postes à direction sont ouverts aux contractuels. C'est-à-dire qu'en gros, le DGS aurait pu recruter un contractuel. C'est ce qui veut dire qu'en gros, le maire ou l'autorité territoriale a la capacité, non plus à prendre un fonctionnaire, mais de choisir qui il veut. Ça, c'est un premier point. Qui, moi, n'est pas sans donner quand même un certain nombre de remarques, notamment, pas avec l'oiseau de mauvais augure, mais le jour où les fonctionnaires, ils ont un devoir de loyauté. Ils sont formés, je pense notamment en matière de marché public. En matière de marché public, vous avez un fonctionnaire qui va vous dire, voilà, vous pouvez, monsieur le maire, madame le maire, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez. Quand demain, on va ouvrir au privé à des gens qui ne connaissent rien au monde territorial, et Dieu sait qu'il est complexe, des
histoires de statut, tout ça, je pense qu'on aura des difficultés. Et pour aller plus loin, parce que ça, c'était la première décision, la deuxième, vous savez, c'est le débat actuel sur les préfets. Et la suppression de l'ENA, ça amuse tout le monde, c'est vrai que l'ENA, mais ce qui est terrible, c'est que je ne suis pas là pour défendre l'ENA, mais on va désinguer les préfets. Je ne sais pas ce que vous pensez du préfet, mais globalement, si on a quelque chose qui fonctionne bien dans l'administration française, c'est quand même aujourd'hui les préfets. Ils sont là, ils représentent l'État, c'est pour revenir en question. Ce qui est proposé par le gouvernement aujourd'hui, c'est que le gouvernement ait des personnes à sa main. C'est-à-dire en gros des gens qui viennent du privé, qui ne sont plus des fonctionnaires, et qu'on placera au préfet au bon vouloir du président de la République. Voilà, il placera ses bonhommes. Alors ça, c'est un choix de société dans lequel on peut se retrouver, on ne se retrouve pas. Moi, à titre personnel, je ne le retrouve pas. Et l'autre difficulté, et là, je pense qu'on va pouvoir tous se rassembler, c'est quand même, on sent que 2022, il peut y avoir une difficulté sur la présidentielle. Il faut bien que la société est en crise et qu'on a une partie de nos concitoyens qui ont perdu. On voit que les extrémistes, les populistes sont en train de prendre. Imaginez demain, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais imaginez demain un président de la République qui nomme des préfets. C'est nébuleux. Je crois qu'il y a un moment, derrière, dans cette grande case de la fonction, dans la transformation de la fonction publique, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, derrière, c'est qu'on est en train aussi de casser la démocratie. Et moi, je crois que c'est plutôt ça qui aujourd'hui m'inquiète. Et je trouve que ce vœu, il a du sens. C'est comment on a la capacité, nous aussi, à un moment, à dire, attention, il y a des risques. Voilà, il y a des risques. Peut-être, je ne dis pas que demain, avec un président comme on a aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude, mais il y a un risque. Et je pense qu'il faut aussi qu'on en soit chacun, je sais qu'on partage tous les mêmes valeurs, qu'on en soit aussi conscient. Je me permets juste, parce que c'est la deuxième fois que j'entends ce terme, mais c'est pas parce qu'on est dans le privé qu'on n'a pas une loyauté professionnelle. Non, mais ça m'importe, voilà, c'est important pour moi de le dire. Je te rejoins sur tous les éléments que tu as pu évoquer, Thierry. Je dis juste que, attention, il y a des gens qui sont dans le privé, qui ont une vraie loyauté professionnelle et qui la mettent très bien et qui font très bien leur boulot. Maintenant, la complexité entre le monde du privé et le monde du public, je l'entends, mais c'est pas pour ça que les gens ne sont pas loyaux. Je vais préciser les propos, si je peux me permettre. En fait, dans les droits et devoirs de fonctionnaire, c'est écrit dans la loi. La loyauté, c'est écrit dans la loi. La loyauté est écrite dans la loi. Et dans le statut de 1984, il y a des droits et des devoirs d'un fonctionnaire, dont la loyauté à l'égard de sa hiérarchie. Donc, mais ça, c'est sorti-toi. Je veux bien préciser, je n'ai surtout pas dit que les salariés du privé n'étaient pas loyaux. Mais pour un fonctionnaire, c'est une obligation. Voilà. Mais la loyauté est aussi dans le contrat de travail vis-à-vis de mon employeur. Oui, bien sûr. Oui, non, mais la loyauté d'un fonctionnaire, elle va au-delà de l'employeur ou de l'entreprise, elle va pour l'État, pour la population. Et ça, c'est une obligation. Quand tu es fonctionnaire, tu adhères à l'État. Ça, voilà. Moi, Thierry, j'ai mal compris parce que tu parlais des préfets, mais les préfets sont déjà nommés par le président. Oui, sauf qu'ils sont ici, c'est des fonctionnaires. Sauf que là, la disparition de telle prévue, la disparition de l'ENA, et la préfectorale est dans le cyclone, la préfectorale a été annoncée, va permettre demain au gouvernement de choisir lui-même, dans le privé, c'est les préfets. Donc ça veut dire qu'en fait, on aura des gens. Ils veulent supprimer le corps des préfets, ça veut dire c'est-à-dire l'encadrement pour leur recrutement, etc. C'est les garants aussi. Les préfets sont aussi les garants de l'État. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça, tu vois, ça ne veut pas dire que les gens qui sont privés ne sont pas loyaux, mais c'est les garants des lois et des piliers de la République. Ce qui m'ennuie, en plus, on est d'accord. Comment on est d'accord. Ce qui m'ennuie finalement, c'est presque cette opposition entre public et privé,
En tout cas, c'est un petit peu c'est comme ça. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que voilà, je pense qu'il y a des gens très bien dans la fonction publique, je pense qu'il y a aussi des gens moins bien dans la fonction publique, et c'est la même chose dans le privé. Et heureusement, enfin voilà, la société elle est faite comme ça, elle est plutôt faite de 98 ou 80, je sais pas, j'ai pas fait d'études, mais de gens très bien, et 3% d'emmerdeurs finalement qui polluent un petit peu. Voilà. Bon, je pense que ça c'est un peu malade dans une équipe de sport, c'est un peu malade finalement dans une association, et également dans la vie professionnelle, quel qu'en soit finalement l'environnement. Donc voilà, c'est juste ça. Moi je dis demain, il peut y avoir des gens très bien, issus de la société privée, qui puissent être utiles à la fonction publique. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est pas ma volonté, c'est pas mon souhait. Mais voilà, ça m'embêterait qu'à travers ces échanges-là, on ait le sentiment qu'il y ait une opposition entre les deux. Parce que pour moi, ça n'est pas clair. Non, pour moi, oui, c'est pas une opposition, c'est seulement rappeler, je crois que c'est ça, c'est seulement rappeler qu'un fonctionnaire, il est le garant des différents des piliers de la République, c'est son devoir. Donc on s'arrête à ça. Voilà, mais c'est mais c'est pas du tout en opposition. Ah, d'accord. Comment ça définit sur la partie, alors déjà le fait que le gel du point d'indice pour l'administration humaine, c'est depuis longtemps qu'il est jeté. Il est jeté depuis très longtemps. Il y a des et qu'après, je pense que le recrutement des vacataires et contractuels atteint la précarité des personnels, mais qu'on a aussi besoin des vacataires et des contractuels. Oui. Sauf que, effectivement, on a besoin de contractuels, on a besoin de vacataires, parce que forcément, dans toute la fonction publique, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit territoriale, il y a des ajustements, il y a des besoins qui sont des besoins occasionnels et ponctuels. Sauf que, effectivement, aujourd'hui, on est dans une inflation des besoins précaires qui font que, dans certains corps, on peut se retrouver avec plus de 25% des effectifs qui sont des précaires. Est-ce qu'on tolère, de la part d'entreprises privées, qu'il y ait 60% des effectifs qui soient intérimaires? Non. Normalement, non. Eh bien, pourquoi l'État s'autoriserait cette plaisanterie-là? Voilà. Non, mais on est d'accord. Pourquoi l'État autoriserait qu'à un moment donné, on franchisse le mur en disant, ben, c'est pas gênant, s'il y a 45% des effectifs qui sont contractuels, allons-y. Ben non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'un statut, c'est aussi préserver ça. C'est aussi préserver les droits des salariés du public et du privé. Parce qu'effectivement, dans le privé, il y a aussi des employeurs, des fois, qui ont la volonté d'aller vers ces chiffres-là. Parce que ça les arrange. Mais c'est scandaleux. Un tiers de la qui est en emploi précaire, SMIC, et puis CDD pendant des mois et des mois et des mois, et qui ne pouvait rien faire. Et c'est pas que on a exactement le même. Voilà, nous aussi, voilà. Et là-dessus, je pense que c'est des valeurs qu'on défend tous. Et effectivement, c'est important de voilà, effectivement, aujourd'hui, on est appelé à pouvoir se prononcer sur une loi qui impacte la fonction publique. Et effectivement, on a effectivement la gestion de fait au quotidien de cette situation. Et je pense qu'il est important qu'on s'exprime là-dessus et qu'on défende nos valeurs. Voilà. Et même par rapport à ce que je viens de dire, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu ce qu'il y avait. Même par rapport à ce que je viens de dire, je ne m'abstiendrai pas, bon, parce que là, je suis d'accord avec le texte. Simplement, ce que je voudrais préciser, c'est que on a de la chance sur Arnage, parce qu'il n'a jamais été abusé des contrats contractuels. Pour avoir passé 32 ans à la mairie, je peux vous assurer que ça n'a jamais été le principe des maires différents de prendre des contractuels à tir d'arigot. Voilà. Et ça, on peut en être fier. Après, on a intérêt de fidéliser nos agents, parce que fidéliser les agents, c'est aussi une qualité de travail au service rendu par la collectivité. On a tout à y gagner les uns et les autres. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Et je pense que c'est ça aussi qu'on veut défendre à travers le texte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des personnes dans la fonction publique qui adhèrent, qui ne se fatiguent pas et qui veulent bien se donner aussi à la fonction publique, qui rendent des services que tout citoyen peut attendre. C'est aussi notre force. Hein. Enfin, moi, je crois que c'est vraiment des valeurs républicaines. Pour moi, c'est extrêmement important. En
Alors moi je vais rejoindre Raymond. Il y a dans les deux tirets, le premier tiret me gêne de retirer la loi de transformation. Je pense qu'on a besoin d'une modification. Le deuxième tiret, effectivement, d'avoir une réflexion, c'est important. Et la retirer, je pense qu'il y a vraiment besoin de mettre au goût du jour la fonction publique. Je suis aussi d'accord avec la fonction publique, mais la retirer pour moi serait de... Voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord. On ne dit pas qu'il ne faut pas une autre loi, on dit que celle-là qui a été votée, elle est misérable. Elle attaque clairement le statut. C'est modifié. Elle va dire son fonctionnement de Roger. On a difficile On ne peut pas la garder si on tout ce qui a été dit. C'est la projet, C'est la modifier. La transformer, apporter des éléments nouveaux qui sont plus favorables, disons, voilà, plus de garanties aussi pour le statut des fonctionnaires, parce que là j'ai bien compris qu'on pouvait recruter à différents postes des actuels. Mais bon, moi je pensais vraiment que la retirer, ça ne va pas être possible. Ça fait 2 ans qu'elle est votée par les 2 chambres. C'est apporter des modifications plus normales pour le secteur public, quoi, moins restrictif. On change le thème. On laisse le vœu comme ça. On laisse le vœu. On laisse le vœu à l'identique. Donc, on reste attentif. Pour adopter ce vœu tel qu'il est écrit, avec chaque mot qui sont dit, qui est pour. Pardon. Retirer la loi, soit on demande une suspension, soit on demande la révision, mais c'est pas plutôt pertinent de demander la révision, c'est engager le dialogue, la modification le retirer, c'est retirer, il ne veut pas dire grand-chose. On est tous d'accord, en plus,